Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, l'assurance maladie universelle en vigueur à partir du 1er janvier 2024. C'était une annonce faite tout dernièrement lors du Conseil des ministres début octobre. On annonçait les dispositions prises pour la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle promise depuis un bon moment aux Togolais. La mesure sera effective à partir de janvier 2024. Nous revenons sur le sujet puisque nous sommes à quelques jours de la fin de cette année 2023. Et à partir du 1er janvier, l'assurance maladie universelle doit être effective au Togo. Elle s'ouvre donc, elle part de l'INAM à l'AMU, donc un panier de soins élargi non seulement aux fonctionnaires, mais à toutes les couches sociales qui peuvent faire leur cotisation et souscrire donc à cette maladie, à cette assurance maladie universelle. Je commence par vous, Ashraf. On s'approche du 1er janvier 2024 et événement phare à attendre, l'assurance maladie universelle pour les Togolais. Oui, l'assurance maladie pour les Togolais à partir du 1er janvier 2024. L'État se doit d'être protecteur et la protection sociale fait partie de ces prérogatives que l'État dispose. Et donc, par un décret de 2023-96 PR qui porte sur le taux, les modalités également de cotisation et d'imposition des cotisations sociales et de l'assurance maladie, le président de la République à travers un décret du 4 octobre, autant pour moi, a pris cette résolution-là, disons à partir du 1er janvier de soumettre, disons les Togolais, ceux qui cotisent régulièrement de bénéficier de l'assurance maladie. Oui, vous savez, par principe, je crois que c'est une très bonne initiative que nous saluons tous parce que on parle tous nous menons tous des activités. Il y a ce qu'on appelle des risques quand même professionnels et que nous devons quand même bénéficier, disons, de la protection de l'État. Mais au fait, je crois que ce sont des mesures, pour moi, qui doivent également prendre en compte un certain nombre de choses. Parce que quand vous prenez, par exemple, le Code de la sécurité sociale de 2012, qui est en vigueur ici au Togo, c'est-à-dire que le Code de sécurité sociale impose, par exemple, dans les entreprises privées, ce qu'on appelle la part ouvrière et la part patronale. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez dans une entreprise, l'État, votre employeur a l'obligation de verser 17,5% de vos cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qu'on appelle la part patronale. Et l'employé, autant pour moi, lui paie 4% sur sa rémunération. Et donc aujourd'hui, l'assurance maladie, qui est le taux, qui est de 10%, vient s'ajouter au 21,5%. Parce que quand vous additionnez les 17,5% plus les 4,5%, ça fait 21,5% des cotisations sociales. Vous avez aujourd'hui des 10% aujourd'hui qui viennent s'ajouter au 21,5%. Donc ça fait 31,5%. Donc aujourd'hui, est-ce que les employeurs, parce que les 10% sont repartis comment? C'est-à-dire que les 10% sont repartis 5% pour l'employeur. Donc ce qui veut dire que l'employeur se retrouve aujourd'hui à 22,5% et l'employé se retrouve avec 9%. Donc 9%, bon, lorsqu'il y a des employés qui touchent quand même des sommes plus ou moins conséquentes, peut-être qu'ils ne vont pas sentir l'effet, mais c'est du côté de l'employeur. C'est pour cette raison que le secteur privé, avec la révalorisation du SMIC aujourd'hui, s'interroge sur un certain nombre de choses. Parce que si l'employeur est déjà à 17,5% des cotisations, compare patronal, si on doit lui ajouter 5% des cotisations également de l'assurance maladie, aujourd'hui, c'est très difficile quand on sait très bien qu'on vient de sortir d'une crise qui s'appelle le Covid. La relance économique, elle est plus ou moins lente, mais je crois que c'est une oppression sociale qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas, je ne dis pas d'observer un moratoire, je ne dis pas de différer l'application du décret à partir du 1er décembre, mais je crois que l'État doit créer des conditions favorables pour permettre au secteur privé également de faire bénéficier toutes ces dispositions-là à l'ensemble des employés. Parce que lorsqu'on a un effectif plus ou moins élevé dans son entreprise et que vous avez déjà la part patronale à payer et que l'assurance maladie vient s'ajouter, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises également, il y a des réticences. C'est-à-dire que vous avez des responsables de ressources humaines, vous avez des cabinets qui accompagnent également des entreprises privées qui ont recommandé aux employeurs d'engager des pourparlers déjà avec des employés dans les entreprises pour leur dire tout simplement que bon, aujourd'hui, je paie la part patronale à 17,5%. Vous avez les 5% de l'assurance maladie qui vient s'ajouter. Vous payez auparavant 4%, maintenant vous allez à 9%. Comment faire pour trouver le juste milieu?
Voilà, vous savez très bien que les entreprises ont un problème également de comptabilité. Et donc, il y a de trésorerie. Et donc, il y a des pourparlers aujourd'hui qui sont engagés dans les entreprises pour permettre aux uns aux autres d'honorer ces engagements. C'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi. Le Code de sécurité sociale, la loi sur le Code de sécurité sociale étant une loi, le décret étant un acte réglementaire vient préciser effectivement les modalités d'application de ce code-là. Donc moi je dis tout simplement que c'est une initiative qui est louable, mais l'État doit créer véritablement les conditions favorables pour permettre aux entreprises effectivement d'honorer leur engagement vis-à-vis de leurs employés. Maintenant, je crois que j'aurai le temps de parler pour revenir sur un certain également de nombre d'aspects sur les décrets en question. Justement, nous y reviendrons si on a un peu plus de temps. Oui. Mais bien avant, Eric Johnson, on s'approche sûrement, mais lentement mais sûrement, vers le 1er janvier, mise en exécution de l'assurance maladie universelle au Togo. Oui, Ashraf s'est basé sur un décret présidentiel pour expliquer les parts de chacun. Les taux de cotisation pour l'employeur et les salariés. C'est très bien dit. Et sauf que je crois pour que ça devienne une loi de la République, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale qui doit légiférer et que cela devienne une loi de la République. Je crois que aujourd'hui, on est encore à l'étape des discussions au niveau des syndicats, au niveau du patronat, au niveau de sociétés. Parce que c'est vrai, ce ne sera pas une option, mais une obligation pour tous les citoyens. Et l'État, aujourd'hui, est en train même de prévoir que la première année, ce sera quand même un peu difficile, puisqu'il y a encore, comme on le dit, beaucoup de préalables à gérer avant la mise en place de cette assurance maladie universelle. Il y a des pays voisins qui sont un peu en avance sur nous. Et aujourd'hui, on est encore à l'étape de la communication. Il faut se dire une vérité, la communication a beaucoup manqué dans la mise en place de cette assurance maladie universelle. Les citoyens, on le dit, le 1er janvier, on dira, bon, ok, tout le monde doit aller à l'assurance maladie universelle. L'idée, c'est de permettre aux citoyens d'avoir des soins. Mais quand on parle de soins, ce ne sera pas n'importe quel soin. Il faut des soins de qualité. À partir de ce moment, il faut que le plateau technique soit quand même digne de ce nom dans nos centres de santé. Et je crois que l'État est en train de réfléchir aussi sur ces plateaux techniques-là qu'il faut installer dans nos hôpitaux. La seconde chose qu'il faut aussi savoir, Ashraf l'a dit, ça c'est pour les employés, enfin sinon les sociétés qui sont soumises à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et donc, il en sera de même pour ceux qui sont déjà à l'INAM. Vous êtes à l'INAM, mais l'assurance maladie universelle va aussi s'appliquer à vous, c'est-à-dire les agents publics et assimilés et les titulaires de pensions civiles et militaires. C'est eux qui sont à l'INAM. Et donc, eux aussi, on va leur appliquer, il a dit, 10%. 10% répartis maintenant par rapport à eux, 10% 5% qui seront payés par les employés et les 5 autres pourcents par l'État qui est ici l'employeur. Et donc, c'est tout à fait logique. Maintenant, qu'en est-il des citoyens lambda qui ne sont ni employés, qui ne sont ni pensionnaires, etc. Donc, on dit
assurance maladie universelle. Ici, on parle de quoi? De solidarité. C'est-à-dire que nous sommes de la fonction publique, nous devons aussi payer. Mais ceux qui ne sont pas de la fonction publique, ceux qui n'ont pas un salaire en tant que tel à la fin du mois, eux aussi doivent bénéficier quand même de cette assurance maladie universelle. Et ici, on sera à un régime déclaratif. Oui. C'est-à-dire que moi, quand je mène mes activités à la fin du mois, voilà ce que je peux payer. Et ici, quand je donne 1000 francs, l'État doit aussi donner 1000 francs. C'est là où on parle de solidarité, c'est-à-dire des gens qui paient pour soutenir les autres. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est que tous les Togolais puissent être soignés lorsqu'ils tombent malades. Il ne faudrait pas qu'on dise que je n'ai pas l'argent pour aller dans un centre de santé et on va préférer prendre encore des produits frelatés, des produits comment vous dites contrefaits, etc. Et donc, c'est pour permettre quand même que tous les citoyens puissent avoir cette assurance maladie universelle, être soignés. Je disais, j'ai vu en Côte d'Ivoire tout récemment, il y a une affiche qui indique clairement aux citoyens de payer 1000 francs, ceux qui n'ont pas de salaire en tant que tel, de cotiser aussi au moins 1000 francs pour l'assurance maladie universelle et de bénéficier quand même des soins lorsqu'ils tombent malades. C'est très important à mon avis, mais comme l'a dit Achraf, il faut que tout cela soit quand même organisé de façon à ce que les entreprises ne tombent pas, parce que c'est en quelque sorte un type d'impôt qu'il faut payer chaque fin du mois. Et lorsque vous avez plusieurs salariés, est-ce que vous avez les moyens de pouvoir tenir pour payer ces cotisations-là? L'État dit, pour la première année, on pense à atteindre 45% de la population et en 2024. En 2025, on pense aller à 50% et 55% en 2006. C'est-à-dire qu'on va monter un crescendo et pouvoir avoir d'ici 2030 la totalité de la population togolaise. Alors, Donatien Awesso, je le disais, on s'approche inéluctablement vers le 1er janvier 2024, date de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle au Togo. Oui, d'abord, cette assurance, cette initiative est louable et est à féliciter, mais c'est dans son applicabilité, l'effectivité de cette application, c'est ça qui sera le souci, surtout la part qui reviendrait encore à l'employé d'abord, à l'employé, parce que déjà l'employé payait 4%, on va encore lui en rajouter 5%, et tout ça c'est à retirer de son petit salaire qu'il est en train de gagner, sans oublier que l'employeur aussi aura encore à donner du sien. Donc nous allons aussi nous poser la question, les endroits où les gens iront se faire soigner. Est-ce que le matériel y est déjà? Est-ce que le matériel y est déjà? Est-ce qu'on fera des accords avec des dispensaires, je veux dire des cliniques privées qui pourront quand même prendre en charge les populations, parce qu'il y en a qui dont la distance entre leur chez et puis les CMS ou bien les hôpitaux publics sont un peu loin, donc ils n'ont que des points de soins, oui, voilà, des cliniques privées qui sont à côté. Et tout cela, est-ce que le plateau technique, comme l'a dit Johnson, le plateau technique y est déjà? Mais au primo, c'est à féliciter et puis à demander à notre gouvernement de pouvoir voir à l'intérieur et puis le contour de cette assurance maladie universelle. Est-ce que tout le monde, le citoyen lambda, pourra aussi en bénéficier dans l'effectivité?
que ça ne soit pas, comment on appelle, un effet d'annonce, mais que la communication puisse être autour de ça, que nous puissions, comme ce pays, on est toujours en carence en déficit de communication. On a de bonnes idées qu'on veut implémenter, mais on n'explique pas le contour. Et quand on amène aux populations, les populations rejettent. Parce que vous ne leur avez pas expliqué le bien fondé de ce que vous avez en tête. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement a des fois sort pour pouvoir implémenter, mais ça rencontre de la réticence sur le terrain parce que vous n'avez pas expliqué de fond en comble l'esprit de ce que vous avez à amener aux populations. Et les impacts. Voilà, les impacts. C'est-à-dire ce que les populations auront à gagner dans ce que vous avez amené. Donc la communication, que ça soit tellement massive et que ça soit dans les langues, que des équipes puissent aller au tréfonds de notre pays pour pouvoir expliquer le bien fondé de cela. Mais moi, mon inquiétude, c'est les endroits où les gens iront pour pouvoir se faire soigner. Est-ce que le plateau technique est là? On n'ira pas quelque part où on nous dira qu'il n'y a pas d'aspirine, il n'y a pas de coton, il n'y a pas d'alcool et tout, parce que nous connaissons bien sûr ces genres de phénomènes que nous vivons au quotidien, et aussi celui-là qui n'a pas un travail rémunérateur. Et n'oublions pas, ceux qui sont sous-employés et qui sont aussi au chômage, est-ce que ces personnes pourront en bénéficier? J'espère que le gouvernement et puis leurs techniciens ont vu et ont fait le contour de tous ces aspects avant de pouvoir lancer cela. Mais déjà au 1er janvier, il faut quand même que ça aille mollo. C'est comme un moteur qui veut se lancer, que le moteur n'aille pas en même temps à la 3e vitesse, mais que ça commence petit à petit et que ça puisse prendre corps. Alors, pour répondre à l'une de vos préoccupations, Eric Johnson, je pense, a touché un aspect sur l'inclusivité. Je crois que tous les catégories les prévisions sont échelonnées avec le temps, en espérant que d'autres couches puissent venir s'ajouter et qu'à terme, on puisse couvrir la totalité du territoire de la population togolaise pour cette assurance maladie universelle. Vous vouliez aborder un autre aspect, Ashraf? Non, mais on ne voit pas rapport aux d'autres aspects. Je voulais dire tout simplement, oui, il a par exemple le problème et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi couvre toutes les causes sociales, socio-professionnelles également. Vous avez les agents publics, les agents privés, effectivement, ce qu'on appelle des activités, ceux qui sont dans les activités agricoles et ce qu'on appelle des travailleurs également indépendants, ce qui veut dire on peut s'auto-déclarer. On peut s'auto-déclarer, cotiser et bénéficier de l'assurance maladie. Donc, il revient à l'État de créer vraiment des conditions favorables pour que déjà même les formalités administratives, vous savez très bien que dans la plupart du temps, c'est vrai, on est dans le cadre de la digitalisation où les services publics sont digitalisés, mais faut-il définitivement exclure disons le dépôt de la version physique d'un certain nombre de dossiers quand on sait très bien que dans des zones reculées, il y a des gens qui sont plus ou moins, c'est pour dire tout simplement que les formalités administratives également doivent être allégé. Et donc, du coup, tous les organismes, on sait très bien que c'est sur le rapport conjoint, par exemple, du ministère de la fonction publique, de l'économie, du ministère de la santé, que ce décret-là a été pris par le président de la République. Donc, du coup, l'inclusion doit être véritablement l'élément décisif, vraiment, de l'acte. Maintenant, monsieur Eric, vous parlez, par exemple, oui, le code de sécurité sociale prévoyait l'assurance maladie. Là, nous sommes déjà à quelques jours du 1er janvier. Donc, l'application du dit décret est imminent. Donc, à partir du 1er, il n'y aura plus de rétropédalage. Donc, moi, je me présente et on sait très bien que c'est le secteur privé qui crée de la richesse dans notre pays. C'est pour cette raison que je m'appesantis beaucoup plus sur le secteur privé en disant qu'il faut véritablement aider ce secteur-là à relever des défis. Parce que si les employés doivent bénéficier d'un certain nombre de choses, il faut effectivement que ces gens-là puissent avoir les moyens de le faire. On sait très bien que les retards de cotisation même donnent droit même aux pénalités. On parle même de 2% et que l'employeur a 10 jours pour verser non seulement les cotisations couvrant la part patronale et effectivement les cotisations également pour l'assurance maladie universelle. Et donc du coup, moi, c'est vrai, vous le savez très bien, il y aura des retards.
il y aura forcément des retards. Maintenant, toutes les institutions qui sont impliquées dans ce processus-là, je veux parler de l'INAM et de la Caisse nationale de sécurité sociale, puisque c'est la caisse qui fait le recouvrement, doit pouvoir véritablement faire la pédagogie sur la loi. Parce qu'il y a un certain nombre également d'acteurs dans le secteur privé qui estiment que la Caisse nationale de sécurité ne fait pas quand même assez de pédagogie et que les textes ne sont pas vulgarisés. Je veux parler du code de la sécurité sociale, ce qu'on appelle la charte du cotisant et un certain nombre de choses. Même si sur le site, ils font l'effort aujourd'hui de mettre en place, d'actualiser les textes. Donc, allons-y aux informations pour ne pas être biaisés, parce que dans le cadre du contentieux, on peut quand même régulariser nos situations devant les administrations concernées. Et puis, autre chose, il faut aujourd'hui, vous savez, le ministère de l'accès universel aux soins a été créé justement par rapport à l'application de cette assurance maladie universelle. Au départ, cette assurance allait justement être racolée à l'INAM, où aujourd'hui, il n'y a que des détournements. Vous n'imaginez pas ce qui se passe à l'INAM. Mais des gens volent à vue. Vous savez, une assurance, c'est vrai, des gens doivent en bénéficier. Lorsque, par exemple, vous tombez malade ou que vous êtes dans une situation grave, vous pourrez sortir l'argent pour être remboursé après. Oui. Mais la fraude qu'il y a autour de ça aujourd'hui, je crois que c'est pour ça ce ministère-là est en train de mettre un mécanisme qui va... Ça ne peut pas totalement enlever les fraudes, les vols, les détournements de deniers publics et tout ça qu'on voit à l'INAM, mais ça va un peu freiner ou diminuer un peu tout ça là. Parce que on dit que on a besoin, vous imaginez que par exemple pendant toute une année, ceux qui travaillent avec l'INAM disent qu'ils n'ont pas été payés et donc ils bloquent les assurés. Ça a été... On parlait des partenaires, les pharmacies, tout ça, mais ça a été un véritable souci pour les assurés qui n'ont pas pu bénéficier des soins ou des médicaments. Disons des prestations. Des prestations quand ils sont en difficulté. Et donc il faut tout faire pour que cela n'arrive pas avec cette assurance maladie universelle qui concerne tous les Togolais. Ce n'est plus une partie, mais c'est l'ensemble de la population togolaise. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait quand même moins de vols, moins de détournements de deniers publics, comme on l'a faire un tour pour moins de vols, mais il faut situer quand même des responsabilités. Si effectivement il y a des éléments factuels de cette nature-là, on doit pouvoir situer les responsabilités. Mais la responsabilité, c'est et les administrés et les administrateurs. C'est tout le monde. Oui, effectivement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je crois qu'on se comprend. Oui, effectivement. Si on situe les responsabilités. On va situer les responsabilités seulement. Exclusivement, non. Et il faut sévir. Et surtout, il faut sévir. Quand on prend des gens qui ont mis la main, je vais dire, dans la manne publique, il faut quand même les sévir. Il faut quand même sévir sur eux. Je pense que oui. Non, mais la question de remboursement ne se justifie pas. Une infraction est une infraction. Et ça aussi, ça démotive et ça décourage un peu la dénonciation, parce que vous avez dénoncé, on est allé, quand on a pris la personne, on vous dit que cette personne est en train de rembourser et on ne sait même pas si véritablement cette personne rembourse, ou bien on dit que certaines personnes viennent rembourser. Quand on prend des voleurs, quand on prend des preneurs d'argent public, pour ne pas dire voleurs, quand on prend des preneurs d'argent public, il faut quand même qu'on sévisse pour que d'autres candidats ne puissent pas emboîter le pas. Nous arrivons pratiquement à la fin, vous aurez vos mots de fin, peut-être vous allez profiter pour le dire. Donc je commence avec vous. Mais je vais dire tout simplement que par principe, on ne peut pas trouver un accord avec un prévaricateur de la fortune publique. Ça n'existe pas. Avant même qu'il ne rembourse
source, on doit engager sa responsabilité pénale. Voilà, on doit responsabiliser sa responsabilité pénale. C'est ce que j'aimerais dire. Donc, si la police le fait, je ne sais pas si ça fait partie de leur prérogative, mais ils doivent quand même réviser leur copie parce que cela doit véritablement servir d'exemple. Parce que la fortune publique, c'est un pacte républicain. Et si nous voulons construire notre pays, si nous voulons participer activement à la prospérité du Togo, on doit véritablement faire preuve d'exemplarité. Merci beaucoup à vous, Ashraf Roussama. Vous êtes juriste, homme politique, vous êtes également le secrétaire général du Parti démocratique panafricain PDP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Donatien Aweso. Oui, je dirais pratiquement la même chose. Le manque de sévérité, disons les punitions qui peuvent survenir sur ceux qui plongent leurs mains dans la poche publique pensant que c'est leur épicerie personnelle, que ces personnes puissent être mises hors d'état de nuire parce que on dit c'est le silence qui cautionne l'impunité. Donc quand on ne sent pas véritablement que des gens sont fessés, quand je dis fessés, c'est pas physiquement fessés quand ces gens de personnes font des choses contre la nation que nous voulons construire, ça fait mal et puis ça décourage les populations. Donc quand on prend quelqu'un qui commet des choses contre la République, il faut quand même qu'on punisse cette personne. Merci beaucoup. Donatien Aweso, vous êtes également homme politique, aussi traducteur agréé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Deux hommes politiques sur ce plateau aujourd'hui. Et puis un journaliste, Eric Johnson. Oui, vivement l'assurance maladie universelle. Parce que quand vous allez un peu à l'intérieur du pays, vous allez dans les tréfonds de notre pays, vous vous rendez compte que véritablement on a besoin d'aller se faire soigner. Manque de médecins d'abord, manque d'infrastructures sanitaires. Je crois que avec l'assurance maladie universelle, l'État togolais va mettre en place ces infrastructures-là pour que tous les citoyens puissent bénéficier quand même de cette assurance maladie universelle par un élan de solidarité. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de votre fidélité. C'est la fin de ce numéro du décryptage et du programme du soir de ce vendredi et de toute cette semaine d'ailleurs. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros.